Et ben c'est parti, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live sur la chaîne RMC Story et RMC Découverte. On est ici ce soir pour parler cette fois-ci d'un programme RMC Découverte. Je suis Alexis, je serai votre hôte pour ce live ce soir et je ne suis pas tout seul puisque je suis avec François Alain. Bonsoir François. Salut Alexis. Ça va? Bah écoute, ça va. Bon, très bien. Bon, je me suis permis de retirer le masque parce que toi tu gardes le tien. Moi, je le garde. On a gardé nos distances, je suis vacciné, donc on est On respectueux a des le droit, mesures, on fait gaffe. exactement. Voilà, Moi je le garde. je le précise. C'est vrai. François, visage emblématique de Vintage Mécanique. Vintage Mécanique qui passe ce soir sur RMC Découverte. Eh oui, ce soir à 21h05. Voilà. Donc ce sera un épisode très sympa. Voilà, avec pour ceux qui aiment les voitures qui ont un petit cheval cabré sur la calandre, voilà, vrai. qui sont souvent rouges, mais pas que. Voilà, un peu des jaunes aussi. Voilà, il y en a des jaunes, il y en a des grises. Un il y en a, son voilà. assez agréable à l'oreille. Voilà, Une donc petite, petite Ferrari. Et une Ferrari aujourd'hui qui est finalement une Ferrari relativement, entre guillemets, abordable dans les anciennes, parce que les Ferrari, c'est une marque sur laquelle il y a de tout, ouais, à tous les prix. c'est vrai. Et donc la Ferrari 308, Ferrari qui est une 308. voiture, bon, c'est un certain budget évidemment, Années mais 80, début voilà, des années 80, c'est exactement bien ça. Donc c'est une voiture qui reste entre guillemets relativement abordable par rapport à d'autres Ferrari qui sont devenus complètement Qui sont inaccessibles. Un petit peu plus cher, Voilà, ouais, effectivement. Ils ne sont pas réputés pour être low Non. cost, Ferrari, c'est vrai. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce soir, on va parler un petit peu vintage mécanique, forcément, un peu l'historique, on va revoir un petit peu tout ça, un petit peu les coulisses, parler un peu d'anecdotes de Voilà, vintage mécanique. il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, ben, on va voir ça un peu du croustillant, on a du croustillant. Ouais, quelque bien chose. sûr. Et ouais, forcément. Et on va parler d'automobile. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions à François. Il est là pour ça, pour répondre à tout ce dont Nos soucis. tout ce que vous vouliez savoir sur Vintage Mécanique et sur François Alain. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais on est quand même Ah ouais. plutôt corporate. Ah ouais, là. Avec, non, c'est là. Voilà, c'est là. Non, c'est là. Oui, Ah, c'est là. non, Oui, c'est putain, je suis inversé. inversé, ça. Oui, je suis en image inversée, moi. Tu sais, Et je suis old school des fois. C'est Donc, vrai. Faut vite, les points de repère. ouais. Des petits goodies et des petits vêtements vintage mécanique qu'on peut retrouver sur une chaîne officielle, sur une boutique officielle. Oui, pardon, en c'est fait, ça on avait lancé à Rétromobile l'année dernière quelques goodies qu'on avait fait gagner aux gens qui étaient venus nous voir sur le stand Vintage Mécanique qu'on fait maintenant depuis 3 ans à Rétromobile. Okay. Donc évidemment, ça s'est répandu sur les réseaux sociaux. Ouais, où est-ce qu'on peut avoir la casquette? Où est-ce qu'on peut avoir le sac de voyage? Ouais. Et tatati et tatata. On a enfoncé le clou quand on a fait une soirée un peu spéciale de lancement de la saison 5. Où effectivement les heureux élus qui ont été sélectionnés sur Internet sont venus à cette soirée où on a remis à chacun cette fameuse casquette. Et donc depuis, on a été submergé de gens qui veulent des goodies vintage, ce qui est logique. Donc on vient d'ouvrir enfin cette boutique qui pour l'instant était au coup par coup, mais là cette fois-ci c'est officiel. C'est bien lancé. Et donc il y a une page spéciale qu'on peut retrouver sur Facebook, etc. Qui est une boîte qui s'appelle Objet.com et qui a une page spéciale Vintage Mécanique. Et le site Vintage Mécanique d'ailleurs qui sera en ligne dans très peu de temps. Mais on peut déjà obtenir facilement. Donc il y a des casquettes, des t-shirts, des blousons, des chemises, des polos, des sacs de voyage, des mugs. Enfin il y a tout. Voilà. Il y a tout. Et je suis un ambassadeur vivant. Mais on dirait bien. Et moi aussi. Voilà. Et super. Alors, bon, un peu, on va aller dans le vif du sujet, vintage mécanique. Pas de souci, je suis là pour ça. Eh ben oui. D'où vient l'idée? Qu'est-ce que c'est? D'où vient l'idée? Pose-nous raconte. Alors, l'idée, elle n'est pas de moi. Moi, évidemment, quand Vintage Mécanique a commencé, j'étais déjà depuis pas mal d'années dans l'univers de la télé, puisque moi, j'ai toujours été fan de voitures anciennes. Moi, je ne suis pas là par hasard. En fait, c'est vraiment mon domaine. Bien sûr. Je ne me vois pas présenter une émission sur la cuisine, j'y connais rien. Donc, a priori, ce sera... Voilà. Et pourtant, les restaurateurs, non, c'est pas c'est pas tout à fait les mêmes. J'aime bien la cuisine, les restaurateurs de cuisine. De cuisine, mais c'est pas la même. C'est pas les mêmes. D'accord. Donc voilà. Et en fait, non, l'idée n'était pas de moi. En fait, la société de production qui fait Vintage Mécanique
On se connaissait pour différentes raisons. Et puis quand j'ai su qu'ils allaient évidemment avancer sur un projet de programme sur les voitures anciennes, tout naturellement, je suis allé les voir, puisque moi, je travaillais déjà pour plusieurs chaînes où je parle de voitures et notamment de voitures anciennes. D'accord, ouais. Donc c'était assez logique. Et puis j'ai participé, comme on dit, à un casting. Voilà, où j'ai pas été tout seul, bien sûr. Et puis assez rapidement, ils m'ont proposé de revenir pour un deuxième rendez-vous. Donc en général, ça sent bon quand on t'appelle pour un deuxième rendez-vous, c'est que le premier s'est bien passé. Normalement. Et à l'issue du deuxième rendez-vous, j'ai signé. Enfin, on m'a laissé une nuit pour réfléchir. Quand même. Cool. Sympa. Et j'ai signé le contrat le lendemain. Okay. Voilà. Et donc, en fait, je suis arrivé en cours d'écriture du programme. Donc, j'ai pu aussi mettre un peu modestement ma petite touche personnelle. Ouais, voilà. sur les épisodes, tu oui, alors, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est pas, moi, je suis la partie, comme je dis souvent, je suis la partie immergée de l'iceberg. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un travail d'équipe, bien sûr. Il y a un réal qui est le même depuis le tout début, qui est vraiment, on forme vraiment un binôme, si tu veux. C'est le fond et la forme, c'est-à-dire que c'est une émission qui nécessite un gros travail d'équipe, bien sûr. Donc il y a toute une équipe édito, ensuite il y a l'équipe technique, et puis il y a les gens qui sont de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire en l'occurrence les restaurateurs, dont certains qu'évidemment je connaissais depuis bien avant, avant Vintage, ça c'est évident, mais voilà, c'est un ensemble de choses. Et puis il faut, pour que cette émission fonctionne, il faut qu'elle se renouvelle, il faut qu'on ait des nouvelles idées, il faut qu'on soit assez varié dans le contenu. Et puis il y a une écriture, c'est-à-dire que on n'est pas. Alors moi, l'exercice que je connaissais évidemment avant, puisque je viens de là, c'est le reportage. On n'est pas dans le domaine du reportage, on est dans le domaine du documentaire. Donc c'est un exercice différent, documentaire de divertissement, disons. Hein, on peut l'appeler comme ça, ce qui n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il faut le documentaire de divertissement, c'est un fond qui est sérieux, travaillé, etc. Et dans lequel il y a de l'humour, parce que c'est vrai que il faut pas l'oublier, on est sur une chaîne grand public, une émission grand public, et on est par contre sur un sujet qui est ce qu'on appelle un sujet de niche, entre guillemets. Tout le monde en France ne s'intéresse pas forcément à la voiture ou à la moto ancienne ou au tracteur ancien ou etc. La mécanique, parce que c'est vrai que le mot mécanique est le facteur commun de l'émission. Donc voilà, donc notre but à nous, contrairement à des émissions ultra spécialisées sur des chaînes du câble par exemple, nous notre but c'est très clairement de pouvoir être accessible à tout le monde. Donc on sait très bien qu'on a, et heureusement, les passionnés, les collectionneurs, mais notre but c'est aussi d'intéresser les gens qui ne sont pas ou pas encore dans l'univers de la collection. Ce qui explique aussi qu'on est parfois dans la vulgarisation nécessaire pour donner envie aux gens. Et c'est très important. Non plus, il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Il faut avoir toujours un bon équilibre entre quelque chose de trop technique. Voilà. Et puis, ça implique d'avoir de l'humour, de l'autodérision. Il faut en avoir. Ça, y en a. Et j'assume. Mais c'est normal. Je veux dire, je suis pas là. Moi, je suis là quand je travaille pour d'autres émissions type reportage ou magazine de reportage. Je suis journaliste. Quand je suis sur Vintage, je suis aussi journaliste, bien sûr, parce que moi, je fais partie de l'écriture et de la ça, c'est ce qu'on voit pas. Mais... Voilà, mais quand je suis devant la caméra, je suis un peu chef d'orchestre. Je suis un peu clown, et j'assume le terme, c'est pas un terme péjoratif non plus. Il faut de l'humour, surtout en ce moment. Je pense que les gens ont aussi besoin de se distraire. Et la télé, c'est, je pense que les deux choses importantes dans la télévision en général, c'est apprendre des choses et se distraire. Ça. Et on essaye dans Vintage, et on n'est pas les seuls, on essaye dans Vintage d'allier les deux. C'est ça. Donc voilà. Donc parfois, évidemment, on a des critiques, c'est normal, de gens qui trouvent qu'on est trop dans la déconnade ou trop dans le technique. On ne peut pas plaire à tout. Voilà. Et on essaye de trouver la bonne alchimie pour que ça plaise, je dirais, à la grande majorité. Ça a l'air de plaire, en tout cas. Il y a une recette du succès. Quelle est un peu cette recette du succès, justement? C'est ça. Je pense que c'est le mix de tout ça. Il faut faire une émission sur laquelle le fond est sérieux, mais l'ambiance est décontractée. C'est vrai que c'est pas facile parce que l'émission aujourd'hui elle s'est rallongée, elle fait 65 minutes, donc c'est long, c'est pas ce qu'on appelle un 52 minutes, on est au format au-dessus. Donc pour quelqu'un qui s'y connaît pas en mécanique, ça peut être un peu rébarbatif, donc il faut savoir être un petit peu se porter auprès des gens qui découvrent et qui ont envie d'en savoir plus. C'est super important, et ce qui pour nous est un facteur vachement chouette, c'est que on a un public qui n'est pas que masculin,
Il y a C'est aussi vrai. beaucoup de femmes qui s'intéressent à l'émission et d'enfants. Et moi, je suis très accro à ça parce que je considère que si on intéresse les gamins d'aujourd'hui, qui seront les collectionneurs de demain, c'est extrêmement important. C'est vrai que c'est une Eh oui, première étape eh oui, c'est super important. Moi, je dans sais la que transmission un petit peu de ce savoir-là. ouais. Dans ma famille, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait au vintage et Ouais, aux bien sûr. voitures anciennes. Et heureusement que j'ai rencontré, quand j'étais plus jeune, des gens qui m'ont fait aimer ça. Ouais. Parce que si ça n'avait pas été le cas, bah, je serais peut-être passé à côté. Et ouais, bien sûr. Donc je pense que c'est important qu'une émission comme Vintage et d'autres, évidemment, D'ouvrir ce euh, monde-là voilà. aux plus jeunes, ou en tout cas à un public C'est super qui chouette n'est et pas forcément, je suis super content quand on reçoit souvent des mails de gamins de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui nous Des écrivent dessins, Ah des- bah ouais, c'est super, c'est machin. vrai. Et mon papa, il a cette voiture, puis mon grand-père, il avait celle-là. Ils Bon, voilà. connaissent déjà les marques Donc de voitures. Ils c'est connaissent, super, je connais même une les plus petite. jeunes Voilà, connaissent les marques de voitures, les modèles, Absolument. même les plus anciens. Absolument. Et c'est un peu grâce voilà. Et c'est grâce pas à que lui. les petits garçons, il y a aussi les petites filles. Aussi, les petites filles, Voilà, ça donc fait à c'est tout non, le mais c'est monde. important, C'est c'est vrai, ouais, chouette. c'est vrai. Je connais une gamine qui est en train de remonter une Peugeot 204 avec l'aide de son papa et tout, Ouais. mais c'est voilà, c'est super drôle, c'est Bah génial. ouais, c'est vrai, c'est fou. C'est fou. Et ça fait 6 saisons que ça dure. Écoute, donc c'est la saison 6 en ce moment, Ouais. donc ça fait déjà 6 saisons. Ouais. Et je vois, on nous demande est-ce qu'il y aura une saison 7? Moi je le sais, mais est-ce que j'ai le droit de le dire Je ne sais pas. Aïe, 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 on y vient. Il y a Bah, des sujets. tellement regardez ma importants, tête. On ne peut pas tout dire. A priori c'est oui ou c'est non Ce- Il y a des sourires qui veulent tout dire, Voilà. j'ai envie de dire. Et du coup, tu as parlé des restaurateurs. Qui sont-ils? Alors, Qui sont ces restaurateurs? voilà, les restaurateurs, en fait, ils sont divers et variés, Ouais. et non pas avariés. Et ouais. Non, bah, en fait, il y a la cellule de base qui s'est un petit peu agrandie, parce que c'est vrai que l'émission, de toute manière, il y a de plus en plus d'épisodes et de plus en plus longs. Donc Donc, ça prend du mathématiquement, temps, il et- faut aussi un peu agrandir et ouvrir l'équipe. Parce que c'est vrai que eux ne sont pas, ont aussi leur garage. Ah bah oui, c'est tous des vrais, c'est des vrais garagistes, restaurateurs, il faut le bien dire, sûr. c'est des Ils vrais travaillent tous, restaurateurs. heureusement pour eux, toute la Bien journée, bien sûr. C'est Donc vrai. ils Mais, n'attendent pas après mais nous voilà, pour c'est vivre, pas- bien sûr. Exactement, ouais. Donc à côté de ça, c'est Voilà. vrai qu'ils ont aussi Absolument. leur propre restauration, Donc leur propre garage à faire tourner, il y a etc. leur garage à faire tourner. Et puis comme l'émission s'est agrandie en termes de durée, Donc, ça et en prend termes du de temps, nombre, mais, il faut aussi que les équipes parfois s'agrandissent. bien sûr, Et ouais. puis comme en plus le mot vintage mécanique veut bien dire ce qu'il veut dire, ça n'est pas que de l'automobile. On fait de temps en temps, même si bien sûr l'automobile est l'épine dorsale, la Bien colonne sûr, ouais. vertébrale de Et oui. l'émission, on fait un peu de moto, on fait un peu d'engin agricole, peu, on fait un peu ouais, d'engin c'est vrai. militaire. Pour l'éventuelle saison 7, on a des projets de trucs assez originaux Les aussi. langues se dévient. Voilà, donc oui, donc bien sûr, il y a la Ouais, cellule de bien base sûr, et puis et il y a des équipes qui viennent pour ce qu'on appelle des one-shot, En parce qu'ils sont complément, spécialistes d'un modèle ou d'un type de véhicule particulier. Bien sûr, ouais. Ça a été le cas par exemple quand on a fait l'autobus, Mhm. là il y a quelques mois. Bon là c'est des gens qui sont ultra spécialisés là-dedans, donc évidemment ils viennent pour l'autobus, mais ils vont pas venir pour faire je sais pas quoi, un char, c'est pas leur Oui, domaine quoi. non. À l'inverse, si un jour on fait un char, admettons, Admettons. ce sera sans doute pas un restaurateur classique de Non, moto ou eh oui, d'auto. J'imagine Voilà, que bon, c'est logique. ça fonctionne Mm. pas de la même manière. Voilà. Justement, ils ont un peu tous leur spécialité. Oui, Un et peu ils ont la- tous bien sûr en plus leur goût. Et oui, bien sûr. Donc On le voit, ça se sent, c'est à voilà. l'ouverture du conteneur. bien sûr. Il y a des visages qui, parfois, qui. Et puis vraiment- on va pas se mentir, on a aussi évidemment quelque part un rôle, c'est-à-dire Bien que sûr. moi le premier, mais tout le monde sait très bien qu'Olivier, c'est plutôt les belles voitures haut de gamme, plutôt sportives, souvent italiennes, mais pas que. Nicolas, c'est plutôt les voitures populaires ou notamment les voitures allemandes type Volkswagen, Porsche, Ouais. BM, etc. David et Céline, eux, ils sont très axés sur tout ce qui est look et design, parce que c'est de là qu'ils viennent. Donc ils ont toujours un travail en termes de sellerie et de carrosserie qui est assez époustouflant. Eric, lui, c'est plus les voitures de compétition, plutôt dans les anglaises. Voilà, chacun a son truc. Bon, A son truc, Michael, et- c'est les motos. Bien sûr. Les chevrons, Et c'est ouais. plutôt les voitures françaises populaires. Voilà, chacun a son truc. Chacun a un peu son. Mais- sa mais ce qui est bien, spécialité, c'est que- diversifié, voilà. du coup, et- Ce qui est bien, c'est que de temps en temps, on peut faire un épisode où on surprend. C'est-à-dire que on va avoir dans le container une voiture, on ouvre le container, les gens se disent tiens, ça, c'est forcément pour machin. Et puis Et- c'est pas machin qui la ah, prend, c'est un autre. Donc voilà, Parce que ça a plu. Et il parce faut pas que ce soit non plus trop
trop évident, voilà, trop téléguidé, parce que voilà, ils ont aussi des passions qui évidemment se recoupent. Je veux dire, certaines voitures sont faisables par l'un ou par l'autre. Parce que voilà, c'est ça. Bien sûr, heureusement. Et peut-être aussi eux, ça leur permet de changer un petit peu et de sortir un petit peu des sentiers battus. Absolument. Et de tenter un peu des choses. Et comment, alors je vois, on nous demande comment les restaurateurs ont été choisis. Tu les connaissais d'avant? Alors les restaurateurs, il y a deux choses différentes, hein, à pas se mentir. Il y a ceux qui avaient été castés entre guillemets par l'équipe qui a créé l'émission au tout début. Et puis moi, quand je suis arrivé, que je suis arrivé sur le programme, moi j'avais évidemment quelques restaurateurs dans mes valises entre guillemets. Donc, y en a qui se sont recoupés parce qu'ils avaient d'abord été envisagés par la prod. Et puis moi, en arrivant, je leur ai dit, lui, c'est un mec super, je pense qu'il faut aller le caster, lui aussi, etc. Donc, en gros, Olivier, moi, je le connais depuis 25 ans. Nicolas, pareil. Donc, ces gens-là sont des gens que j'ai évidemment chaudement recommandés. Eric, je ne le connaissais pas, donc c'est une vraie découverte. Pascal non plus. Pascal, c'est un autodidacte qui, lui, a changé de voie. Donc, c'est bien aussi parce que c'est quelqu'un qui prouve qu'on peut changer de voie en cours de carrière. David et Céline, je les connaissais. Je ne les connaissais pas suffisamment pour les avoir recommandés, mais je les avais... Enfin, ils faisaient partie de ceux dont j'avais indiqué que c'était une hypothèse sérieuse. On ne se connaissait pas depuis très longtemps. C'est pour ça que je ne pouvais pas non plus m'engager pour eux. Mais moi, quand ils m'ont dit David et Céline, j'ai dit, très bon choix. Pas de souci. Denis aussi, Denis c'est quelqu'un que moi je connaissais depuis bien avant, donc je l'ai aussi poussé. Il y avait Julien qui n'est plus dans l'équipe parce qu'il a déménagé dans le sud de la France, mais Julien c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. Du coup Michael qui s'occupe des motos, c'est pareil, c'est la même bande. Voilà, et puis ensuite c'est quand on a fait la 2 chevaux, les gens du Méhari Club de Cassis, moi je les connais depuis très longtemps aussi. Voilà, ensuite... Et puis après, de toute façon, on sent qu'il y a une bonne ambiance. Bien sûr. J'imagine. C'est important. Ça, c'est important. On peut pas faire, même si c'est une émission de télé. Il y a quand même travailler ensemble. On travaille ensemble. Et puis du temps passé. Donc il faut qu'il y ait une cohésion de groupe. Peut-être des choses un peu frustrantes en plus. Donc ça arrive. Si on n'y a pas une bonne entente. Il faut une cohésion de groupe. Donc les gens sont amenés à se voir. Ensuite, chacun. Alors il y a des affinités plus ou moins fortes. Il y en a qui se voient en dehors de l'émission, d'autres qui ne se voient pas en dehors de l'émission. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que le groupe soit cohérent, que les gens soient complémentaires et que l'alchimie fonctionne. Et je pense sincèrement qu'elle fonctionne plutôt bien. On va justement peut-être regarder un petit extrait d'ouverture de Conteneur. Une ouverture de Conteneur qui sera dans l'épisode de ce soir. Waouh! Et petit exclu. Et... Si on n'a pas le temps, je vais le faire en live. Voilà. C'est effectivement une voiture de la marque italienne Cheval Cabré. C'est bien une 300. C'est toujours une bonne nouvelle, c'est toujours intéressant de débuter un projet. Il y a marqué Ferrari dessus, forcément. Après, ça dépend dans quelles conditions. C'est une belle restauration, mais comme il n'y a pas d'argent... S'attaquer à la maison Ferrari, ils ont un rôle de rouspéteur, mais c'est normal. Il va falloir attentivement écouter le diag de François avant d'y aller, ou pas. Au niveau carrosserie. Mais c'est aussi ça qui crée. C'est important de créer aussi. Il n'y a pas de pète, il n'y a pas de corrosion perforante. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelques pétouilles. Je trouve que la peinture est terne. Elle a des traces effectivement qui ne sont pas très heureuses. Voilà, et puis je crois que vu la période qu'on a tous peut-être que ça vaut le coup de lui faire une belle peinture. Un peu plus d'un an. Il faut qu'on rigole parce que si on doit en plus s'enquiquiner à la maison, c'est clair. On en a tous besoin. Et puis du coup ça marche très très bien. Je vois qu'on nous demande, on a quelques questions. Est-ce que François fait lui-même ses cascades ou a-t-il une doublure? Je fais pas vraiment de cascade. Il y a quand même. Non, je plaisante, il n'y a pas de doublure, bien sûr que non. Non, bien sûr. Des questions qui reviennent souvent, c'est quand est-ce que telle ou telle voiture. Là, par exemple, est-ce que vous pourriez restaurer une Peugeot 106? Alors, le problème qu'on a, parce que c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte. Question de Thomas. C'est que nous avons une quinzaine d'épisodes par an. Donc 15 épisodes par an, ça fait un peu plus d'un épisode par mois à réaliser. Mais nous, on a à peu près 15 propositions par jour. Et Donc...
même si moi j'étais pas une super bête en calcul mental quand j'étais petit, je pense que vous faites le calcul. Si on a 15 propositions par jour alors qu'on a 15 émissions par an, ça veut dire qu'on a 365 fois plus que de place. C'est un peu ça, ouais. Donc c'est très frustrant pour moi parfois quand je sais qu'on fait des réponses, quand on peut aussi, parce qu'on s'excuse, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de courriers. On ne peut pas répondre à tout le monde. Donc on ne peut pas tout faire. Donc on est obligé de sélectionner. On fait gaffe à maintenir un équilibre entre old school enfin old-timer et young-timer, entre cher et pas cher, entre française, italienne, allemande, anglaise, américaine, japonaise, etc. Donc c'est pas simple. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que il faut que le contenu des restaurations soit intéressant et varié. Donc tout ça, c'est un peu comme une recette de cuisine, justement, c'est pas facile. Donc évidemment, on est obligé de refuser, je dirais, 98% des propositions, on peut pas tout faire, malheureusement. Et, bien sûr. Et puis les gens ne se rendent pas forcément compte, parce qu'il y a des gens qui vendent des voitures, on en achète évidemment très régulièrement dans l'émission, il y a des gens qui voudraient ce qu'on appelle un accompagnement de restauration, ce qu'on fait aussi sur une quinzaine d'épisodes, il y en a 3-4, c'est ce qu'on appelle des accompagnements de restauration. Donc la personne me donne un budget, et à moi de respecter le budget pour que ça rentre dans les clous. Bon. Évidemment, je veux dire, je sais pas, j'ai des voitures qu'on me propose 15 fois par mois. Bien sûr. Voilà, donc je peux pas tout faire. Et puis il faut aussi que je fasse gaffe. Enfin, quand je dis je, c'est l'équipe, l'équipe édito. On doit respecter aussi les marques. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est à la saison 6. Il y a des marques qu'on n'a pas encore faites du tout. Il y a une redistribution. Et voilà, donc on peut pas faire, je sais pas, on peut pas faire 30 Ferrari et 0 Lamborghini. Voilà. Donc il faut aussi équilibrer par rapport aux marques, par rapport aux dates, par rapport au prix, par rapport au voilà. Donc c'est pas facile et c'est vrai que je comprends que c'est très très frustrant pour les gens parce que le principe du collectionneur, c'est qu'il est très passionné. Et je le sais, hein, moi j'en suis un à la base. Moi j'ai commencé à collectionner dès que j'ai eu 18 ans. Donc on a toujours l'impression que la voiture qu'on adore, c'est la voiture, centrale. Bon. Oui, on a envie de l'avoir. Mais oui, mais je comprends très bien que quelqu'un ait envie de faire une 106, etc. Et ouais, bien sûr. Évidemment, nous, on travaille généralement avec beaucoup d'avance. C'est-à-dire qu'on a évidemment des voitures qui sont sélectionnées longtemps en amont. Et là, peut-être qu'il y aura une saison 7. Bon, évidemment, on sait déjà depuis longtemps, on a déjà depuis longtemps les différentes possibilités de mettre dedans. Donc voilà, je sais que c'est très frustrant. Pour moi aussi, souvent, hein, mais... Voilà, souvent on est coincé parce que donc, il y a beaucoup plus de propositions. Sur un côté donc il y a ce côté éditorial. Est-ce qu'il y a aussi un côté de disponibilité de voitures, de par exemple l'équipe de production voit une voiture et elle se dit tiens. Alors oui, il y a de tout. Il y a aussi la question de l'opportunité et de longueur de restauration. Parce que évidemment, on peut plus faire comme on a fait parfois au début de Vintage Mécanique des restaurations trop simples. D'abord parce que l'émission a été rallongée. On va pas tenir pendant 1 heure pour raconter comment on redémarre une voiture. Ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas faire ça. Donc, et puis ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est ça. Donc on est obligé de faire des restaurations qui ont un minimum d'intérêt et de contenu. Donc forcément, c'est des restaurations qui sont parfois étalées dans le temps. Et ce que les gens oublient, c'est que l'émission fait 65 minutes, mais en 65 minutes, on doit raconter une restauration qui, elle, s'est parfois effectuée en mois, en trimestre, voilà. Je vais pas dire en année parce que c'est pas exact. On peut pas. Hugo Le Lego. Pendant les restaurations, les équipes de tournage sont en continu sur place ou viennent suivant l'avancement des restaurations. Alors pour être très franc, on ne peut pas mathématiquement faire bien sûr 15 épisodes par an si on les fait un par un. C'est impossible. Bien sûr. Donc bien sûr, on tourne toujours en parallèle au moins 4-5 émissions. Parce que il faut que les restaurateurs, eux, aient le temps d'avancer. Combien de temps ça prend à peu près? C'est très variable. Je dirais, alors il y a les restaurations en jour, ça n'existe plus. On parle entre quelques semaines et quelques mois. Mais c'est étalé dans le temps. Et puis ça dépend du travail à faire. Ça dépend du travail à faire. Sur certains épisodes, bien sûr. On a une carcasse. Et bien sûr. Il n'y a rien, absolument rien. Ce qui est la magie de la télé, c'est qu'on peut en 1 heure vous montrer une restauration qui a duré des mois. Mais évidemment, ce qui est aussi un peu frustrant et pour les restaurateurs et pour nous, c'est que quand on est en ce qu'on appelle en salle de montage, où on assemble les images,
on est obligé de choisir. On ne peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. On n'a pas cette possibilité-là. Donc parfois, pour nous, on a tourné parfois des séquences en trop, parce qu'évidemment, dans la télé, on tourne plutôt trop que pas assez. Il vaut mieux, évidemment. Donc pour nous, c'est parfois frustrant de se dire, tiens, là, on n'a que 3 minutes, donc est-ce qu'on met cette séquence-là ou est-ce qu'on met cette séquence-là? Il y en a une des deux qui va passer à la trappe. Hélas. Bon. Et évidemment, on aura des gens qui nous diront mais pourquoi vous n'avez pas montré ça? Bah oui, on ne peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. C'est un peu compliqué. Et ouais. Donc c'est aussi pour nous un travail un peu parfois un peu frustrant. C'est vrai. C'est frustrant aussi de ce côté-là. Donc on tourne évidemment en parallèle parce qu'on ne peut pas. Surtout que dans l'univers de la collection, on a toujours des imprévus. Ouais. Une pièce qui n'arrive pas, un truc qui pète au dernier moment, un truc qui retombe en panne. Donc on ne peut pas tourner, il faut forcément tourner en parallèle parce que si on doit faire une annulation de tournage au dernier moment, ce qui arrive de temps en temps, parce que la pièce n'est pas arrivée, il faut qu'on puisse rebondir et qu'on puisse évidemment aller sur un autre tournage. Bah ouais, bien sûr. C'est le secret de fabrication. C'est ça. Mais c'est vraiment du réel et donc de l'adaptation en permanence. Et donc c'est plutôt... là, à la production et à la, j'ai envie de dire, à la production, de s'adapter au restaurateur et à l'avancée de je dirais que, bien sûr, là, je vais reprendre l'exemple d'une émission de cuisine. J'adore les émissions de cuisine, mais là, je suis le spectateur absolu. Une émission de cuisine, si tu rates une omelette, tu la refais dans les 3 minutes. Bien sûr, Là, quand tu as un truc qui pète sur une voiture ancienne, si tu n'as pas la pièce et si il faut la commander, que c'est 3 semaines d'attente, bah, c'est 3 semaines d'attente. Donc mathématiquement, voilà. On ne peut pas avancer, il faut s'adapter. C'est de l'adaptation en permanence. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Une très bonne question de Choix 13. Est-ce qu'il y aura un nouveau road trip de prévu? Alors parce que vous avez fait des road trips. Oui, alors on a fait un road trip pour l'instant qui était dans le désert du Qatar et qui était un moment où on a bien rigolé. Alors, on en a un peu soupé parce que c'était pas non plus quand on bosse dans ces conditions-là, c'est pas que simple. Mais c'est vrai que le résultat est génial et on a passé un super moment. Et évidemment, on rêve d'en refaire d'autres. Bien sûr. Pour des raisons que vous devinez tous, en 2020 et 2021, c'était mathématiquement pas possible. Voilà. Mais peut-être qu'en 2022, si tout s'améliore, on pourra peut-être, je sais pas, faire quelque chose. Mais bien sûr, nous, on aimerait. C'est aussi un peu pour nous. Pour nous, on va pas se mentir. Pour nous, c'est aussi un peu récréatif. On est très content de tourner dans les garages, mais c'est vrai que quand on peut de temps en temps, avec nos copains garagistes, restaurateurs, s'évader un petit peu, c'est ça. On est très heureux. Moi, je veux bien y aller. Bien sûr. Surtout que dans ce dernier road trip, c'était un joli décor. Il y avait des jolies voitures. Ouais, bien sûr. Un garage assez exceptionnel. On a rencontré des gens assez passionnants et des véhicules qui n'étaient pas des véhicules courants. Et donc, bien sûr. C'est partout dans le monde, il y a des collectionneurs. Il y a des prétextes partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 150 000 raisons différentes, mais dans tous les continents. Il y aurait des matières à faire des road trips dans l'esprit vintage mécanique, à retrouver des véhicules rares, ça, et j'ai aucune inquiétude là-dessus. J'ai beaucoup d'idées. Ça, et je suis pas le seul. Vintage mécanique, c'est des restaurations, mais pas que, il y a aussi des invités. Oui. Il y a aussi des invités à chaque épisode. Oui. Tous plus ou moins passionnés de voitures. Oui, alors... La question des invités, je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, enfin beaucoup, oui, c'est souvent les très passionnés d'automobile qui disent « Ouais, mais les invités, ça sert à rien, machin, etc. » Alors, je ne suis pas d'accord pour 2 raisons différentes. La première, c'est qu'il y a aussi à l'inverse beaucoup de gens qui sont très heureux de découvrir que une personnalité, parce qu'en plus on fait gaffe à ce que les personnalités soient variées. Ça peut être un chanteur, ça peut être une comédienne, ça peut être un réalisateur, ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être un grand chef. Ça peut être des gens d'horizons très variés. C'est aussi, je trouve, sympa de découvrir que telle personnalité s'intéresse à ça. Et ça rejoint justement mon second prétexte par rapport à ceux qui parfois sont un peu méchants, sont un peu sévères en disant « Ouais, on s'en fout, machin ». Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on a un climat global qui n'est pas forcément pro-automobile, de dire que telle ou telle personnalité, elle, aime, apprécie et prouve par sa présence qu'elle aime, bien sûr, et ben c'est aussi une pierre à notre édifice à nous, de dire voilà, la voiture ancienne notamment, ou la moto, on s'est compris, enfin tout ce qui est mécanique vintage,
Vintage Mécanique. C'est bien aussi pour nous de savoir qu'il y a des personnalités qui sont influentes, qui approuvent. Ouais. Donc, alors évidemment, parfois, je le reconnais, je reçois des gens qui ne sont pas des spécialistes, mais qui ont une sensibilité pour... Alors, c'est pas des gens qui vont vous expliquer que le boulon de 12 a été changé par un boulon de 13, machin. Ok, mais c'est sympa. Et on a fait des rencontres avec des tas de gens très variés. Ouais. Et puis, de temps en temps, il y a des gens peut-être moins connus du grand public, mais qui sont des gens qui ont vraiment un intérêt. Je pense à Rémi Julienne, qui nous a quittés malheureusement l'année dernière, qui était un monsieur de 90 ans aujourd'hui, mais qui a été le grand cascadeur avec son équipe, c'est toujours eu un travail d'équipe, ne jamais oublié ça, qui a été le grand cascadeur français de tous les films des années 60, 70, 80, etc. Voilà une rencontre formidable. C'est des rencontres comme ça, moi, ça, à titre personnel, ça m'a marqué. Et après le tournage, on était devenus copains et on s'est appelés jusque quelques semaines avant son décès. Voilà, c'est des gens qui sont marquants. Il avait l'argent, l'âge d'être mon papa, voir mon grand-père. Et je veux dire, c'est des gens qui ont une histoire, mais extraordinaire à raconter. Ils ont fait des choses formidables. Et de partager sur ce sujet. Bien sûr. Et toi aussi, de partager sur ce sujet qui te passionne et partager cette passion comme Donc c'est pour ça que moi je défends l'idée du people. Alors il n'y en a pas à chaque fois, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, il y a des épisodes où il n'y a pas eu de people parce que ça ne justifiait pas forcément, il n'y avait pas forcément de sens. Ou parfois on prend entre guillemets quelqu'un qui est qui lui est même carrément parfois un inconnu du grand public, mais qui a un intérêt. Je me souviens sur l'épisode de la 205, il y avait un people génial qui était Christophe Lambert qui est retombé en enfance quand il est monté dans la 205 GTI. Et qui nous a raconté donc cette fameuse scène de Subway, le film de Luc Besson. Mais on avait aussi Gérard Welter, donc inconnu du grand public, mais qui est le papa de la 205. C'est lui et son équipe qui avaient fait cette voiture, créé cette voiture. Ouais. Gérard, en plus, nous a quittés, lui aussi, malheureusement, depuis. Et c'était génial parce que tous les fans de 205, et Dieu sait qu'il y en a un paquet, on dit mais c'est génial, on a découvert la tête, on a mis un visage... sur le papa de notre voiture chérie. Non mais c'est vrai, tu vois, moi j'aime bien ça. Et je pense qu'à l'avenir, on aura de plus en plus de ce que j'appelle les people historiques, qui ne sont pas forcément des gens connus du grand public, mais qui ont vraiment quelque chose à raconter par rapport à la voiture du jour. Ok, très bien. Et alors là, une question qui revient assez souvent, pourquoi le taxi anglais ? Où est-ce qu'il sort ce taxi anglais qui est quand même l'emblème. C'est vrai. L'emblème de Vintage Mécanique. Alors, le taxi anglais, pour être très honnête, c'est un véhicule perso. C'est un véhicule qui m'appartient. Okay. C'est pas un véhicule de production. C'est vraiment mon véhicule à moi que j'avais acheté depuis longtemps, bien avant de faire l'émission. Moi, j'ai toujours aimé ce véhicule parce que je trouve que c'est un véhicule atypique. J'ai toujours eu une petite sensibilité aussi pour les véhicules utilitaires et je trouvais que ce véhicule qui a une drôle de gueule, qui symbolise Londres, même s'il y en a dans plein de pays en fait, dans beaucoup d'anciennes colonies britanniques. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est dans la tête des gens, c'est le taxi de Londres. Je trouve que ce véhicule qui a eu une production extrêmement longue, ce modèle-là a été produit pendant presque 40 ans. Donc il était déjà rétro quand les derniers se sont arrêtés. Il avait le côté un peu... Ouais, ça a été renouvelé. Ce modèle-là, le FX4, s'est arrêté en 97. Bon. Donc il y a déjà, 24 ans. Récemment. Mais le look du taxi anglais a perduré. Le nouveau taxi anglais, le TX5, aujourd'hui, renoue avec ce look. C'est le même, bien sûr, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il est hybride, électrique, etc. Mais voilà, ce véhicule était assez symbolique. Et puis, c'était aussi une manière à moi d'adopter un véhicule qui devient un peu le symbole de l'émission, qui est une marque disparue. Donc, on ne peut pas dire, voilà, François, il est vendu à, je sais pas, à telle ou telle marque. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, c'est une marque qui n'existe plus, donc pas de souci. Déjà. Et puis, c'était aussi une manière de rendre hommage aux Anglais. Parce qu'il faut reconnaître que nos amis anglais, notamment en matière d'émissions de télé automobile, ont été assez précurseurs. C'est vrai. Et moi, c'était ma manière à moi, humblement, de leur faire un petit clin d'œil. Voilà. Okay. La vraie raison, c'est ça. Très bien. Très belle raison. Les Anglais, si vous nous écoutez. Oui, il faut le reconnaître. Ils ont innové sur plein de trucs. Et là-dessus, les Anglais sont nos cousins qui ont un côté très automobile et très fan d'automobile depuis très longtemps. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on va passer un peu au croustillant ? Est-ce que tu as des anecdotes vintage du croustillant ? Non. Oui, mais bien sûr, il y a eu des tournages. Bien sûr. Au montage. Heureusement. C'est vrai. Mais bien sûr, parce que les tournages, évidemment,
sont parfois le lieu de crises de fou rire. Parfois d'engueulade, c'est rare, mais c'est arrivé. Quelqu'un qui pète un câble en milieu d'un tournage parce qu'il en a plein les bottes, ça fait 3 quarts d'heure qu'il essaie de démonter un truc et qu'il n'y arrive pas et qu'il finit par balancer les outils. Chose que je connais, puisque moi, quand je suis dans mon propre garage en train de bricoler mes bagnoles, parfois ça me. Une patience je balance la clé anglaise, j'en ai ras-le-bol, le truc vient pas, j'en ai ras-le-bol. Ça existe en vrai chez les garagistes, évidemment. Donc, oui, bien sûr. Et puis, des séances de déconnade qui sont pas forcément montrables à la télé. Un peu trop de grands mots, comme on peut dire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'imagine, bien. Et alors, on a une question de Choix13 qui nous demande quelle est la voiture que tu rêverais de restaurer, s'il y en avait une. Alors, moi, je suis un mauvais client parce qu'en fait, il y a trop de trucs qui me plaisent. Donc, j'ai pas une voiture fétiche. Il y en a trop. C'est vrai qu'il y a des tas de voitures. Alors moi je vais être très franc. Je veux dire, j'aime l'auto en général et pas que, puisque moi c'est pas un secret. Je pousse depuis la création de l'émission à ce qu'on fasse pas que de l'automobile. On a d'ailleurs eu récemment une version XXL. Oui. Il y a eu l'autobus, il y a eu le tracteur, il y a eu plein de choses et il y en aura encore d'autres dans le futur, notamment dans les engins militaires. On a fait des trucs drôles. Le sidecar Zundap, il y a eu le Half-Track, il y a eu un tas de choses assez rigolotes et c'est pas fini. Mais non mais c'est important. C'est le mot vintage mécanique veut bien dire ce que ça veut dire. Je veux dire, alors forcément là ça rejoint ce qu'on se disait en début de live tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui sont très accros d'une marque ou très accros d'un type de véhicule et qui parfois comprennent pas pourquoi on va faire un tracteur. Bon, le tracteur c'est aussi une mécanique, c'est aussi une tranche d'histoire. Et je me souviens très bien de quelqu'un de très sympa d'ailleurs sûrement qui m'avait mis non mais pourquoi vous faites un tracteur, vous allez vous vautrer, etc. Le tracteur Vierzon là qu'on a fait il y a quelques semaines, qui a été diffusé il y a quelques semaines, c'est la meilleure audience de toutes les émissions de vintage mécanique de toutes les saisons réunies. Donc a priori quand le gars me dit tu vas te vautrer, non Loulou, en l'occurrence c'était tout l'inverse. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment en faire pour tout le monde. Il faut être varié. Et puis comme les gens regardent l'émission parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment, qu'ils vont rigoler, je pense qu'il y a aussi des gens qui finalement sont très contents, même s'ils ne sont pas passionnés par le véhicule en question, vont passer un bon moment. Et puis il y a le côté découverte. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'on essaie d'équilibrer entre des véhicules extrêmement connus qu'on a tous eu, ou dans notre famille, ou vu, ou eu. La 2 chevaux, c'est un véhicule que tout le monde a. Je pense que pratiquement toutes les familles de France ont eu une 2 chevaux un jour, un oncle, une tante, une grand-mère, etc. Et puis les gens ont aussi envie de, justement, à l'inverse, de découvrir des véhicules qui leur sont complètement inconnus. Parce qu'ils vont découvrir et apprendre. Et c'est vrai qu'RMC Découverte, c'est aussi une chaîne où il est logique qu'on apprenne des trucs. Exactement. Et on est dans l'esprit RMC Découverte quand on montre un véhicule inconnu. Là, la semaine dernière, la NSU Aero 80, c'est une voiture que 80, tu vois, c'est la preuve. 99% des gens ne connaissent pas. Et pourtant, c'était un truc surréaliste, quoi. Cette voiture est sortie en 67. En 67, chez Peugeot, c'était la 404. Chez Renault, c'était la R16. Et chez Citroën, c'était la DS. Qui, elle aussi, était une voiture assez extraordinaire. Bon. Quand même, mais voilà, quand cette voiture-là sort, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Voilà, elle est élue voiture de l'année 68. Et c'est une voiture qui, aujourd'hui, est complètement tombée dans l'oubli, à part quelques fanas. Et heureusement qu'on les a eus, notamment pour nous aider à la restauration de la voiture. Et moi, j'ai toujours été passionné par les trucs. Restaurateurs, c'était. On l'a un petit peu joué, bien sûr, mais les restaurateurs, on se dit non, ça, ce truc-là, c'est compliqué. On va pas mettre les mains dedans, on va pas s'en sortir, etc. Donc voilà, c'était une émission très drôle. Bon, en plus, moi, je trouve que, à titre personnel, la finalité de l'émission était chouette parce que quelque part, on fait restaurer la voiture par des jeunes et ce travail des jeunes est reversé sous forme d'un chèque à d'autres jeunes qui, évidemment, pas la même chance et qui sont malades. Donc voilà, je trouve qu'en plus le sens de l'émission était moi j'ai été très touché par cette émission. C'est une de mes émissions préférées de toutes les émissions qu'on a faites. On en a quand même fait 70 depuis le début. 71 je crois. Donc voilà, et je suis très fier qu'on ait fait cette émission. C'est vrai, c'est pour une belle cause. Je trouve. Et on en refera d'autres. On en refera d'autres dans le même genre. Très bien, c'est une très bonne idée.
Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pardon. Il y a eu aussi le tracteur Porsche restauré par la Rescousse. Oui, effectivement, c'était une des premières émissions qui a prouvé que le tracteur était un élément important aussi dans la passion du vintage et du patrimoine. Donc le tracteur est revenu, absolument. Alors là, je vois quelqu'un qui, je me permets je te pique ton rôle là. Pique mon rôle. Je vois quelqu'un qui dit... est-ce que les adresses des prestataires peuvent être mises en ligne? Alors, il y a un truc très simple, parce que c'est vrai qu'on nous pose très souvent la question. Ouais, c'est vrai. Un truc tout bête auquel les gens ne pensent pas. Quand effectivement vous avez à l'antenne, quand vous voyez une émission, que vous la revoyez en rediff ou en replay, etc., ou sur les box, on cite en général le nom de la personne et le nom de la boîte. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, on est une toute petite équipe vintage. Il n'y a pas 150 personnes pour s'occuper de tout ça, mais il suffit de taper le nom de la boîte sur Internet, et logiquement, tout simplement. Et en général, vous avez immédiatement le nom, l'adresse, etc. C'est tout bête, mais Internet. Voilà, Internet, ça a des avantages et des inconvénients, mais ça a cet avantage-là. Vous tapez, vous tapez Monsieur Durand, société truc machin, immédiatement vous avez la réponse. Voilà. C'est vrai. Parce que vous citez, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, on cite bien sûr les collaborateurs, bien sûr. Nous, notre but, très clairement dans l'émission, c'est aussi de montrer le savoir-faire des gens. C'est d'ailleurs le cœur de l'émission, c'est ça. C'est de montrer le savoir-faire des selliers, des carrossiers, des peintres, des tauliers, etc. Donc, alors ceux de l'émission sont connus, mais quand on a effectivement fait appel à un prestataire entre guillemets extérieur, et ben, le but, c'est aussi de montrer son savoir-faire. Et évidemment, il est normal, il est logique que le gars, entre guillemets, puisse évidemment, grâce à l'émission, avoir des contacts ensuite avec des clubs, avec des particuliers, avec d'autres professionnels. Parce qu'il y a des professions qui se perdent. Je veux dire, il y a des professions où, très très spécifiques où les gars sont plus que 1 ou 2 ou 3 en France. Donc évidemment, ils deviennent incontournables parce que il n'y a plus personne pour faire ce type de restauration. Et oui. On a une nouvelle question de Palmito 91. Bonsoir François, j'aimerais savoir si d'autres rétrofits de véhicules sont prévus. Alors, la question du rétrofit, ça a été compliqué. Moi, je dis très honnêtement que j'ai poussé à ce qu'on fasse cette émission. Parce que je pense que c'est important, notre rôle aussi, même si c'est une émission c'est un documentaire de divertissement. Notre rôle aussi, c'est d'informer les gens. C'est peut-être mon côté journaliste, parce que moi là-bas je suis journaliste, qui ressort. Donc on a eu des critiques évidemment un peu acerbes parfois, de gens c'est à cause de vous. Non, ça dit le sujet divise. Le sujet divise, mais notre rôle c'est aussi de mettre les yeux en face des trous. C'est-à-dire que c'est une possibilité qui malheureusement dans certains cas de figure n'aura pas d'alternative. Et on a été beaucoup critiqués avant l'émission, et puis quand les gens ont vu l'émission, ils ont compris qu'on avait été entre guillemets malin, et que l'exemple qu'on montre dans l'émission, c'est un exemple très précis. C'est l'exemple d'un artisan, en l'occurrence d'un commerçant, qui est en centre-ville, donc qui sera touché à un moment donné par le principe des ZFE. Il n'aura donc plus le droit de rouler en centre-ville avec un véhicule ancien. Bon, partant de là, lui n'ayant pas le droit à la carte grise de collection qui est réservée aux particuliers en tout cas pour les véhicules à non-usage commercial, de business, ne peut pas avoir cette faculté-là. Bon, donc, c'est un cas très précis. Un gars qui veut aujourd'hui faire de la livraison en ville avec un véhicule rétro, à terme, il y a 2 solutions, il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. C'est ou bien il fait rétrofiter un véhicule ancien pour garder le look ancien, ou il achète un véhicule d'aujourd'hui. Il n'y a pas 3 solutions, il n'y en a que 2. Donc je m'excuse d'énerver peut-être certains qui nous écoutent, mais je ne prêche pas pour l'électrique. Je dis que dans ce cas précis, c'est ça ou rien. Donc je fais un constat. Donc dans certains cas, c'est un peu le futur de la restauration, mais vraiment que dans certains cas. Alors, moi, je suis très clair à titre personnel. Moi, l'électrique, ça m'emballe pas plus que ça. Bien sûr, Je trouve par contre que le futur est multiple. Quand j'entends des gens qui disent oui, c'est le tout électrique. Bien sûr que non, que c'est pas le tout électrique. Je trouve que dans des cas de figure précis comme une voiture populaire française type 2 chevaux, 4L ou autre, faite à beaucoup d'exemplaires et qui sont des véhicules qui peuvent servir effectivement pour les 4L fourgonnettes ou les 2 chevaux fourgonnettes, de véhicules de livraison et de véhicules images pour des commerçants en ville, ça se défend. Par contre, effectivement, quand je vois
des véhicules modernes qui pèsent 3 tonnes, parce qu'on rajoute des batteries, on rajoute des batteries pour pouvoir traverser toute la France, moi, ça me paraît débile. Ça n'engage que moi. Bon. On fera des progrès sur l'accumulation, on fera des progrès sur les batteries, peut-être. Mais ensuite, il y a un autre problème qui se pose, c'est la construction et la déconstruction des véhicules. Et puis, c'est la production d'électricité. Donc, voilà, je ne suis pas du tout pro-électrique. Je pense que c'est bien dans certains cas de figure. Voilà, je le dis très clairement. Et ce qu'on rappelait au début de l'émission, c'est que les premiers véhicules ont été vachement électriques. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les premiers véhicules, il y a eu les premiers dans certains pays comme l'Angleterre, la France, etc. Les tramways, c'était électrique, les métros, c'était électrique, enfin c'est toujours électrique d'ailleurs. Les taxis, les fiacres, tout ça, c'était électrique. La première voiture, je le rappelle, la première voiture qui a franchi le cap des 100 km/h était électrique. Voilà, donc on ne fait que renouveler l'histoire. Mais il est évident, je veux dire, nous, les fans entre guillemets de voitures de collection, rien ne vaut un bon vieux moteur essence, thermique. Voilà, ok, bien sûr que c'est notre passion. Mais il faut pas non plus. Voilà, il faut pas non plus. Je suis toujours méfiant parce que il faut pas être trop sévère, c'est-à-dire que voilà, la passion elle est multiple. Moi je me souviens d'avoir vu il y a quelques années en Angleterre des gars qui se baladaient en voiture à vapeur de la fin du 19e siècle. C'est complètement obsolète et pratiquement inutilisable. Et pourtant c'est génial. Quand on voit passer une voiture à vapeur, c'est canon. Voilà, bien sûr. Donc il faut pas être sectaire. Je pense qu'il faut savoir que bien sûr que l'essentiel des collectionneurs, c'est le bon vieux moteur thermique à essence. Mais pourquoi pas. Mais bien sûr, il ne faut pas être fermé. Ailleurs on refera peut-être dans Vintage Mécanique un véhicule électrique qui peut ne pas être du tout une voiture. Ça peut être une locomotive, ça peut être plein d'autres choses. Il y a plein d'idées à exploiter. En parlant de ça, on a justement en question, tu n'as jamais eu l'idée de restaurer un véhicule amphibie? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Aïe, 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 on y vient encore. La saison 6 n'est pas terminée. Voilà, je ne dis rien de plus. Restez connectés. Donc ouais, voilà, on a vu vraiment un peu tout des véhicules. On essaye de voir au plus large et vous verrez, il y a des surprises encore. Oui, bien sûr, on va pas tout dévoiler, mais bon, bien sûr. On garde un peu de suspense. On a aussi, est-ce qu'il y aura des nouveaux véhicules XXL hors militaire? On a déjà un petit peu répondu tout à l'heure. C'est vrai qu'on il y aura des bien sûr, comme ça et qui, bien sûr. Non, c'est évident. Je vois une question aussi là de quelqu'un qui a 23 ans et qui dit: je suis fan de voitures anciennes. Ton émission que je suis quasiment depuis le début m'a motivé à restaurer une Acadiane. Bon, alors voilà, ça c'est un très bon exemple. Moi, quand je lis un message comme ça me fait super plaisir. Et quand je dis ça me fait, c'est moi et l'équipe, bien évidemment. C'est toute la bande. Parce que, alors, ce qui est bien aussi, j'en profite pour le dire, c'est que l'équipe qui fait Vintage Mécanique, c'est grosso modo la même depuis le début. C'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes caméramans, tout le temps les mêmes ingénieurs du son, tout le temps les mêmes monteurs ou monteuses. Je ne veux pas non plus dire que la parité n'est peut-être pas respectée, mais il y a aussi des monteuses, des cadreuses. Voilà, qu'on soit d'accord. Dans l'équipe édito, il y a aussi des nanas. C'est pas que un truc de mec. Et tant mieux, heureusement. Et à l'antenne, on essaye aussi de temps en temps de mettre des nanas. Et il y aura quelques surprises qui arriveront peut-être dans les prochaines saisons aussi. Ils teasent encore. Voilà. Non, mais c'est important. Et c'est vrai que moi, quand je vois quelqu'un qui a 23 ans, qui pourrait être mon fils, qui me dit voilà, c'est grâce à cette émission que je me suis mis à ça et que ça me passionne. Pour nous, c'est génial. Voilà la vraie récompense. La vraie récompense, c'est de lire ça. Ouais, bien sûr. Parce qu'on se dit, voilà, on a motivé un jeune qui vit pourtant dans une société un petit peu autophobe et que voilà, il s'est dit, j'ai une émission comme Vintage Mécanique et on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que nous. Il y a les copains de Wheeler Dealer France. Il y a plein d'autres émissions, bien sûr. Et c'est super parce qu'on se dit, voilà, au moins notre rôle il est rempli. C'est ça. Voilà. Et justement, avec ces autres émissions, il n'y a pas de concurrence entre vous parce que sur la même chaîne. On n'est pas concurrents, c'est-à-dire que. Pas forcément la même chose. Dans la vraie vie, moi, je suis copain avec Jerry. Il y a plein de gens qui le savent. C'est un secret pour personne. On s'est connus d'ailleurs ici, chez RMC, parce qu'on ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait pas avant, on a sympathisé. On est sur la même chaîne, donc on n'est pas concurrents. On est complémentaires. Par définition, on ne passe pas à la même heure puisqu'on est sur la même chaîne. Donc on n'est pas en frontal. Et donc, évidemment que ces deux émissions qui sont quelque part un peu parallèles, et tant mieux.
Pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est les mêmes sujets. À Rétromobile, par exemple, moi j'avais fait un stand une année et Jerry a trouvé ça super sympa. Et dès la seconde année, Jerry a fait lui aussi un stand. Et on se débrouille d'ailleurs pour que les deux stands soient côte à côte, soit l'un derrière l'autre, etc. Ce qui prouve qu'a priori, il n'y a pas de souci. Si on se détestait, on ne ferait pas stand mitoyen. Bien sûr. C'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Et alors, d'où vient cette passion pour l'automobile Alors moi, c'est vrai que j'ai une passion qui en fait est plus large que l'automobile. C'est-à-dire que j'ai une passion pour les véhicules en règle générale. J'ai toujours adoré l'aviation, le maritime, le ferroviaire notamment, l'auto, la moto. Voilà, j'aime tout ça. Et c'est vrai que j'aime aussi le vintage. Donc voilà, mais c'est aussi le cas pour la musique, pour d'autres trucs. Donc il y a plein de trucs. Alors je suis pas passéiste, je précise, parce que dans l'univers de la collection, il y a souvent des gens qui sont ce qu'on appelle passéistes. Les passéistes, c'est les gens qui considèrent qu'avant c'était formidable et qu'aujourd'hui tout est moche. Bon, non. Moi, personnellement, je vis dans mon époque. Je suis très heureux de vivre au 21e siècle. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer les véhicules du 20e siècle, voire du 19e. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de rouler, entre guillemets, sur la réplique du Fardier de Cugnot, donc qui est un engin du 18e siècle. Voilà, c'est génial. C'est canon, c'est génial. Voilà. J'imagine. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ces voitures d'aujourd'hui ? Quelles sont celles qui te plaisent un petit peu ? Qu'est-ce qui te vers quoi t'es attiré ? Parce qu'on sait un peu vers quoi t'es attiré par vintage mécanique. Oui. On sent et puis j'ai des goûts éclectiques, c'est vrai. Moi, si tu veux, voilà, je pense, je le dis tout le temps, c'est un peu mon credo de dire qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers la séparation entre, d'un côté, le véhicule de tous les jours, qui est un véhicule a priori forcément moderne, pas polluant, qui est un engin pour se déplacer d'un point A à un point B. Bon. Alors, qui peut être joli ou pas joli, bon, il y en a des très moches, il y en a aussi qui sont pas vilains, il faut le reconnaître. Et puis, c'est surtout des véhicules qui sont pratiques, qui sont usuels. C'est vrai. Et puis, le véhicule passion, qui est un autre sujet, qui effectivement est un véhicule ancien ou pas, ça peut être un véhicule récent ou moderne, passionnel. Mais voilà, donc je pense qu'on va vers cette séparation entre le véhicule, je dirais, ce que j'appelle le véhicule de la semaine, et le véhicule du week-end. Bon, c'est le cas pour beaucoup de monde. Et c'est mon cas à moi. Voilà, pour rouler tous les jours, moi je suis parisien, donc je roule tous les jours en scooter parce que c'est un peu malheureusement... C'est plus pratique et sinon... Plus beaucoup d'autres solutions. C'est vrai. Donc je roule essentiellement en scooter toute l'année, pour me déplacer dans Paris. J'ai une petite voiture, un Youngtimer en fait. J'ai un Youngtimer pour rouler quand je peux prendre la voiture. Et puis sinon, je roule effectivement... en voiture ancienne ou en moto ancienne quand je peux. Et voilà, mais mon bilan carbone global, il est très très faible. J'ai un scooter très récent, donc norme Euro 5 ou je sais plus combien, norme Euro 5. Donc je pollue très peu le week-end. Et je pense pas que ce soit avec les quelques kilomètres que je fais le week-end avec mes vieilles voitures que je pollue la planète. Parce que voilà, c'est aussi un détail qu'on oublie, c'est que... Il y a forcément le sujet qui revient. Il y a le sujet qui revient. Je rappelle quand même, je suis aussi là pour ça, pour rappeler que la voiture de collection en France, c'est moins de 1% du parc roulant. C'est vrai. Et c'est très important, les véhicules de collection roulent beaucoup moins que des véhicules modernes. Pour les petites sorties. Donc si tu parles non pas en nombre de véhicules, mais en kilomètres parcourus, on n'est pas à 1%. On est à 0,00... Bon. C'est vraiment pour des petites régions. Donc c'est un faux débat. Et c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le vrai débat, c'est les gens qui parfois n'ont pas le choix, pour des raisons économiques, qui vont tous les jours rouler en véhicule de tous les jours, avec des vieilles voitures qui polluent. Ça, c'est un autre problème. C'est un problème différent des véhicules de collection. Donc dans ces véhicules-là, il y a soit des aides à imaginer, soit un travail à faire. Mais mettre dans le même bain, quelqu'un qui roule avec un vieux diesel tous les jours, qui n'est pas forcément un véhicule très écologique, et puis le gars qui a passé des années à restaurer, je sais pas quoi, la 404 de son grand-père, et qui fait 300 bornes par an avec, c'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. Voilà, point. Débat clos. On a une petite question de Vache 91 220 qui nous dit « J'adore l'émission et il y a un point qui me gêne. Quelle est la part d'improvisation de l'émission quand j'ai l'impression que c'est ultra scripté ?» Alors, chez Vintage Mécanique, on fait ce qu'on appelle un fil conducteur. C'est-à-dire qu'évidemment,
quand on va faire une séquence chez un restaurateur pour changer un carburateur, on va faire une séquence pour changer un carburateur. Bon, voilà. Donc ça, on a évidemment un fil conducteur qui est imposé par rapport à la restauration et au contenu de la restauration. Ensuite, je vais être très clair, je ne suis pas comédien à la base. Le par cœur, c'est pas mon truc. Et donc très rapidement, dès le premier épisode, notre boss, le producteur de l'émission, s'est aperçu que moi, suivre ça allait être compliqué. Bon. Donc moi, je suis beaucoup plus dans la fluidité, dans l'improvisation, etc. Comme ça vient. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'improvisation. Alors moi, l'intérêt, c'est que, bien sûr, moi, je suis collectionneur depuis plus de 30 ans. Donc le fait d'être journaliste automobile d'un côté, puisque c'est là d'où je viens, d'avoir fait des centaines de sujets en presse écrite, en radio, en télé, etc., fait que je sais très bien comment on fait un sujet. C'est mon métier. Bien sûr, bon, voilà, j'ai pas de mérite, c'est mon métier. Bon. Donc il y a aussi l'expérience qui compte. Mais bien sûr, je suis beaucoup plus dans la fluidité et l'improvisation dans l'émission, sachant que, a priori, je ne connais pas tout, je n'ai surtout pas cette prétention, mais il y a quand même beaucoup de choses que je connais, puisque je suis collectionneur moi-même. Donc passer sous une bagnole, prendre le liquide de frein sur la gueule quand tu dévisses la purge, machin, j'ai connu, je l'ai fait, je sais ce que c'est, bien sûr. Est-ce que tu bricoles un peu quand même? Alors j'ai moins le temps maintenant, mais bien sûr. Oui. Donc évidemment, je sais faire tout ça, j'ai changé des plaquettes de frein, j'ai sorti des moteurs, démonté des boîtes, etc. Bon. Donc je suis un bon amateur. Je ne suis pas professionnel, mais je suis un bon amateur comme beaucoup de collectionneurs et beaucoup de gens qui regardent l'émission. Mais bien sûr, donc voilà, il faut. Moi, mon rôle, c'est même parfois quand je suis devant quelqu'un qui fait une action qu'en fait je connais moi en vrai. Bah, je suis aussi là pour un peu le mettre en valeur, lui. Donc je ne vais pas dire pousse-toi, je sais le faire. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de dire ce que tu fais, c'est génial, c'est super, machin. Mais explique-moi comment tu fais. Même si je le sais. Mais c'est aussi ça le rôle de chef d'orchestre dans une émission. Bien sûr, c'est normal. Je suis là pour mettre en valeur l'autre. Je suis pas là pour dire moi. Je m'en fous de ça. C'est l'autre qui fait. Et donc le but, c'est de montrer ce que sait faire le gars qui est en face de moi ou qui est sous la voiture. Même si parfois je vais avec lui sous la voiture. C'est vrai, on l'a vu d'autres fois. Je suis là aussi pour ça, c'est normal. Non mais oui, et puis on voit là de toute façon la part d'improvisation, on la voit sûr. Avec les restaurateurs qui ont un esprit quand même aiguisé sur la blague. On le sent, mais on se cherche. On sent que la blague fuse assez facilement. Il y a des fois ça marche bien, parce que parfois il y a eu des engueulades entre guillemets en séquence, mais des engueulades de télévision. Bien sûr. Bon. Et j'ai parfois des potes qui m'appellent, dis donc, ça va quand même. Tu t'es vraiment engueulé avec Olivier? Les gars, c'est de la télé. Pas acteur, mais quand même. Bien sûr. On a Dimdin en Twitch qui nous dit ce que je préfère, c'est ton sens de la négociation. Quand même, la négoce. La négoce dure. Bon, ça, alors je vais être. Ça. Voilà, on est entre nous. On est entre nous, allez, on dit tout. Bon, très sincèrement, moi, ce qui m'intéresse. Alors moi, je parle à titre personnel, donc je n'engage que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la resto. Ouais, bien sûr. Le début et la fin de l'émission, c'est pour amener. Oui, c'est j'aime pas ce mot-là, mais c'est de l'emballage télévisuel. Bien sûr, ça fait partie là. Par contre, ça fait effectivement partie de l'histoire du sujet du jour. Mais moi, ce qui me passionne, moi, vraiment, c'est de montrer aux gens comment, quand, pourquoi, combien. C'est ça qui intéresse les gens. Bien sûr. Ensuite, le reste, oui, il y a un peu de cinéma, mais c'est normal. Mais elles sont quand même vendues bien sûr. Comme on le voit dans l'émission. Bien sûr. Vraiment, voilà, il y a des voitures. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a par jour le nombre de propositions qu'on a, d'épisodes qu'on fait par an. Donc on a que l'embarras du choix. Et c'est très frustrant de parfois ne pas pouvoir répondre aux gens ou de leur répondre non. Ou de leur dire, bah non, vous me proposez tel modèle, mais on en a déjà 2 d'avance, donc voilà quoi. Bien sûr, ça c'est important. Ensuite, c'est dans le futur, on va continuer bien évidemment le fil conducteur habituel de l'émission qui est j'achète un véhicule, je le fais restaurer et on le revend. Mais c'est vrai que l'autre habitude qu'on a qui est d'avoir un véhicule que quelqu'un me propose, il me dit voilà, j'ai tel véhicule, il y a tel et tel truc à faire, j'ai tel budget, on se débrouille. Alors, ce qui explique aussi parfois, parce que les gens sont souvent un peu durs, ils disent mais pourquoi vous n'avez pas fait plus? Le problème, c'est que
quand un gars me dit, voilà, je dois restaurer telle voiture, j'ai un budget de 10 000. Le budget, c'est ça. Il faut aussi que ça rentre dans le budget. Il faut que ça rentre dans le budget. Bien sûr, si on avait un budget de 30 000, je peux lui faire bien plus. Mais à un moment donné, les restaurateurs c'est ça, au bout d'un moment, me disent, t'es gentil, Loulou, mais je veux dire, pour travail à perte. Pour 10 000, je t'en fais pour 10 000. Je peux pas non plus, je vais pas te mettre, je sais pas quoi, des jantes en or. Des jantes en or. Non, on peut pas. Donc, non, mais le but de l'émission, c'est que parfois, il y a quand même un budget à tenir. Voilà, ce que parfois certains oublient, c'est qu'il y a un budget à tenir. Donc évidemment, je veux dire, quand parfois on a quelqu'un qui nous dit, bah voilà, je peux mettre 50 000 balles. J'ai un bon exemple. L'exemple, c'est la Facel Vega, qui a fait beaucoup parler sur Internet. Parce que pareil, c'était une voiture française, pas connue du grand public. Il n'y a que les collectionneurs déjà un peu avertis qui savent ce que c'est. Une Facel Vega, c'est une voiture qui coûte pas mal d'argent, mais c'est pas non plus des sommes astronomiques. Et la personne qui nous a... Donc là, c'était une émission où on nous confiait un véhicule. Bon. Le gars qui nous a confié le véhicule avait un budget qui, effectivement, était presque supérieur à la valeur de la voiture. Donc on a des gens qui ont dit « Ouais, mais quand même, le gars dépense plus que ce que vaut sa voiture. » Alors j'ai deux réponses à ça. La première réponse, c'est que c'est sa voiture. Donc il en fait ce qu'il veut. Et j'ai encore rencontré, pas plus tard que cet après-midi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un cas de figure pareil, d'une voiture de famille. Il m'a dit, moi, cette voiture, c'était la voiture de mon père. Si je dois dépenser 3 fois sa valeur, je m'en fiche. C'est la voiture de mon père, je ne la vendrai jamais. Je la garderai, je veux que mes enfants l'aient, que mes petits-enfants l'aient. Donc si elle doit me coûter plus cher que ce qu'elle vaut, je m'en fous. Finalement. Et c'est ça qui est important, et c'est ça aussi qui me plaît dans Vintage. C'est que quand on a fait cette fameuse Facel Vega, il y a eu 100 000 € de restauration. Alors qu'effectivement, ce modèle-là, ça vaut entre 90 et 120. D'accord. Donc il y a des gens qui ont dit, ouais, mais bon, quand même, pourquoi il a dépensé tant? Alors, les deux réponses, c'est il fait ce qu'il veut. Et puis, quelque part, il ne faut pas oublier un petit détail. Quelqu'un qui a de l'argent pour restaurer sa voiture, il va faire bosser un sellier, un carrossier, un peintre, un motoriste. Entre parenthèses, il va faire 20% de cadeaux à l'État français pour la TVA. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Ne l'oublions pas. Je veux dire, il faut le dire de temps en temps que ça fait... Voilà, bon, voilà. C'est comme ça. Donc, quelque part, il fait bosser des artisans qui ont parfois un savoir-faire extraordinaire. Et puis, ces gens-là, c'est aussi des gens qui vont adhérer à des clubs. C'est des gens qui vont s'abonner aux magazines spécialisés. Et Dieu sait que la presse écrite, je peux vous dire, j'y ai été pendant quelques années. La presse écrite, elle a besoin qu'on l'aide. Voilà, il y a tous ces détails-là qui vont autour. Voilà. Donc c'est important de le souligner. Je veux dire, quand quelqu'un a la chance d'avoir réuni une belle somme pour restaurer sa voiture, tant mieux. Ça sert tout le monde. Ça sert tout le monde. C'est important de ne pas l'oublier. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Écoute, on va prendre une dernière question. Ça t'a fait quoi justement d'avoir revendu la Rolls-Royce à Olivier? Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir parce que voilà un très bon exemple pour une dernière question. Les voitures ne sont pas forcément à l'image qu'on se fait de la marque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une Rolls-Royce c'est quelque chose de totalement inabordable. Bon. Et moi, je suis très content, ça tombe très bien que ce soit ça notre dernière question, parce que ça correspond exactement à ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on a prouvé par cette émission qu'une voiture que beaucoup de gens croient totalement inaccessible l'est. Aujourd'hui, une Rolls-Royce de ce modèle-là restaurée, ça vaut le prix d'une Clio, Clio neuve. Enfin, tu vois, même pas d'une Clio neuve. Donc si tu veux... Ça fait aussi prendre conscience aux gens qu'il y a des disparités suivant les marques et suivant les modèles qui est parfois surprenante. C'est-à-dire que je crois que, tu vois, j'ai encore un peu de mémoire. Ce soir-là, le jour où il y a eu la première diffusion, on avait fait la Rolls-Royce Silver Shadow et une Aston Martin Vantage. Une était une voiture très chère et une était une voiture très abordable. J'ai conduit évidemment les deux par définition. Bien sûr, et je vais te dire franchement, alors j'adore les Aston parce qu'évidemment les Aston c'est James Bond, c'est tout ce qu'on veut. Mais le rapport qualité-prix entre ces deux exemples précis fait que il y a un zéro d'écart en prix. Il y en a une qui vaut 10 fois plus que l'autre. Et sincèrement, si on peut s'en passer. Moi la Rolls qui coûtait je sais plus moins de 20 000 €. C'est cadeau. C'est génial. C'est super. Donc on peut, voilà, il faut pas perdre de vue qu'on peut se faire plaisir avec des voitures. Que de la voiture. Voilà. Et c'est des voitures qui étaient à une époque sans électronique, relativement simples en mécanique. Donc c'est des voitures qu'on peut restaurer à des prix relativement raisonnables. Et je rappelle une fois de plus, parce que c'est aussi le but de Vintage,
que moi j'adore à titre personnel les véhicules populaires. J'en ai d'ailleurs plusieurs, moi j'ai des 2 chevaux, Fiat 500, etc. Et j'adore ces voitures-là et je serais aussi triste dans les voitures que j'ai la chance de posséder. J'ai des voitures qui valent un tout petit peu d'argent et des voitures qui valent pas grand-chose. Sauf que je m'en fous. Je serais aussi malheureux de me séparer de ma 2 chevaux que de me séparer de... j'ai une DS qui aujourd'hui vaut un peu d'argent parce que la DS a grimpé. Mais je tiens autant à ma Dodoche qu'à ma DS. Et si je devais me séparer de l'une des deux, mais c'est clair. Le vrai collectionneur, c'est ça. Et si tu veux, je serais aussi triste de me séparer de l'une que de l'autre. Leur valeur monétaire, quelque part, je m'en fous. Je veux dire, ces 2 voitures ont une accroche sentimentale, personnelle, pour des raisons différentes d'ailleurs. Mais je serais aussi triste de me séparer de l'une que de l'autre. Et je pense que l'esprit de la collection, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et voilà. Tout est résumé, tout est dit. On n'a pas, alors pareil, on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que sinon il faudrait qu'on y reste pendant 3 jours. Donc désolé à ceux à qui on n'a pas répondu. Mais voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook. Et ce soir, je vous rappelle, 21h05, l'épisode sur la Ferrari qui est inédit. Et puis juste après, l'épisode sur la fameuse NSU Euro 80 de la semaine dernière que beaucoup n'ont pas vu et que vous pouvez revoir. Après, il y a l'épisode sur le Range, qui était aussi un truc qu'on a bien rigolé. Alors là, c'est pareil, on est parti d'un véhicule qui était une épave. Donc, il ne faut pas oublier que quand on part d'une épave, on ne peut pas forcément reconstruire le véhicule. Donc, on a adapté la situation à l'épave qu'on avait, ce qu'il ne faut pas oublier. La semaine prochaine, il y a un épisode que j'adore, qui est sur une petite voiture populaire française, qui est une petite 204 de compétition, parce qu'il y en a eu quelques-unes qui ont fait de la compète dans les années 60-70. J'ai adoré faire cet épisode. Et on finira donc la saison 6 dans 15 jours. Alors, je peux le dire, puisque les programmes télé... Dans 15 jours, c'est bon. Allez. Dans 15 jours, c'est bon. On finit par un roadster anglais très sympa. Et l'émission aussi est très sympa. Vous verrez. Alors, je ne peux pas tout dire, mais vous verrez, voilà. Je pense qu'on va aussi passer un bon moment. On a bien rigolé. Et comme toujours, j'essaye. Si les émissions étaient tristes, ça se verrait. Oui. Et donc, on a passé des bons moments. Et puis, il y a des surprises pour plus tard, mais toujours je ne dis rien. Évidemment, on garde un peu de suspense, bien sûr. Voilà, les amis. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. À bientôt. Et on se retrouve pour Vintage Mécanique ce soir. Salut, à bientôt.